La motivation essentielle de ce mouvement, c'est l'eau, c'est la protection de notre nappe et la préservation de notre environnement. L'exploration du gaz de schiste se fait par les hydrofracturations et la technique des hydrofracturations utilise à peu près 700 produits chimiques qui sont mortels, cancéreux, il y a des atteintes neurologiques. En fait, elle va être polluée parce que quand l'eau est injectée dans les schistes, il y a 30% de cette eau qui ne remonte pas, qui n'est pas récupérée, et elle reste et on ne sait pas où elle va. Alors en général, elle remonte et elle se mélange à l'eau de la nappe. On la boit et on arrose avec. Non, c'est pas suffisant en fait, puisque nous sommes partis sur le site. Même le ministre de l'Énergie avait assuré que les eaux seraient récupérées et traitées. Et quand on est parti sur le site, on s'est rendu compte que c'était un immense fourbier et on s'est rendu compte que la catastrophe écologique avait déjà eu lieu. En fait. Je pense qu'ils ont essayé de nous rassurer pour dire qu'ils pensaient avoir affaire à une population dans le sud de l'Algérie qui peut-être qui n'étaient pas cultivés et qui ne savaient pas ce que c'était que les hydrofracturations et qui ne connaissaient pas ce que généraient les hydrofracturations. On a nos experts localement sur place, on a nos enfants qui nous ont expliqué. On a deux experts algériens. On a M. Sardella, on a M. Hussein Ben Saad, on a M. Bulroul. On a beaucoup d'experts algériens qui nous ont expliqué que c'était faux. Que les hydrofracturations étaient très dangereuses et en général, elles étaient fatales à la nappe. Ils ont tout pollué, on a des chameaux qui sont morts, on a un vol de cigognes noires qui est tombé juste au-dessus du forage et la plupart sont décédés. On a trouvé un renard mort. Les produits chimiques sont stockés sur des palettes en bois et les produits chimiques sont dans des bassins qui, qui sont, en fait, ce sont des bassins qui sont faits avec des, on a l'impression que ce sont des grands morceaux de plastique dans lesquels on récupère l'eau. Et ce qui n'est pas évaporé, ce qui ne s'évapore pas, reste comme ça dans les bourbiers. Ils appellent ça les bourbiers. Et en plus, on a trouvé des dizaines de puits poubelles. C'est-à-dire tout ce qui reste comme produit chimique et tous les emballages sont jetés dans les puits, dans ces puits qu'on appelle, dans leur langage à eux, à la Sonatrach, ils appellent ça des puits poubelles. La Sonatrach aujourd'hui est le plus grand pollueur. On ne se serait pas rendu compte qu'il y avait des forages parce qu'il n'y a aucune transparence de la part du gouvernement ou de la part de l'entreprise. Il fore et puis c'est tout. Le Sahara va devenir un immense morceau de gruyère. Et depuis qu'ils ont commencé à forer, jamais on a consulté la population, jamais on nous a montré les études d'impact, ce qui concerne Ain Salah. Si le ministre de l'Énergie n'était pas venu le 27 décembre pour allumer la torchère et inaugurer, on n'en aurait rien su. Mais bon, pour le gaz conventionnel, on a aussi notre catastrophe, parce que la British Petroleum a expérimenté la séquestration du carbone. Pour éviter d'augmenter l'effet de serre, ils ont injecté tout ce CO2 dans le sous-sol de Ain Salah, hein, et ça a créé une immense bulle, et cette bulle, elle a créé une faille. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, le CO2, ils ne savent pas où il va. Personne ne sait, il n'y a pas de liquide de traçabilité, il n'y a pas de fluide, on ne sait pas où il va. Le problème n'est pas réglé pour la séquestration du CO2 qui est un véritable échec. Et là, on repart sur des hydrofracturations. Et qui nous dit que ce CO2 ne va pas rencontrer un jour un problème avec l'hydrofracturation et on va provoquer une immense explosion dans le sud algérien? Je ne sais pas, personne s'en occupe de tout ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous sommes très bien informés et nous avons des experts nationaux et internationaux qui nous ont expliqué que nous étions dans le vrai. La preuve, c'est que la plupart des pays sont en train de revenir de l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. C'est la nappe de l'Albien, c'est une immense nappe
et d'ailleurs qui est censé être protégé, hein, qui est censé être sauvegardé, mais qu'on utilise voilà, pour les forages. C'est une nappe qui ne se renouvelle pas, c'est une nappe possible. Ouais, pourquoi pas? Pourvu que ce soit de l'agriculture, c'est bien. Si on utilisait cette eau pour l'agriculture, pourquoi pas? Vous savez, pendant des années, des dizaines d'années, ils ont pompé dans le Sahara. On n'a jamais dit non. Le gaz, il n'est pas à nous, c'est une richesse algérienne. Elle se trouve juste dans le sud, c'est pas un problème. Mais si on pollue, si on veut sacrifier le sud, et si on veut sacrifier rien sans là pour le gaz de schiste, moi je dis non. On parle de notre vie. Nous, de par notre mode de vie, on a appris à utiliser l'eau avec beaucoup de parcimonie et avec beaucoup de précautions. On prend que ce dont on a besoin. Et voir notre eau utilisée pour des hydrofracturations, pour explorer un gaz de schiste. Pourquoi ils exploitent ce gaz de schiste? Financièrement, il n'est pas rentable. Et le coût est plus élevé aujourd'hui que s'ils se mettaient à faire à investir dans le solaire thermique. Alors pourquoi est-ce qu'on irait gâcher cette eau? La nappe albienne, c'est notre vie. Si la nappe est polluée, où on va aller? Comment on va vivre? Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ferait à tout prix du gaz de schiste? Pourquoi on gâcherait à tout prix cette nappe alors que ce gaz de schiste n'est même pas rentable? Et ce n'est pas une solution de sortie de crise. Les motivations sont de deux ordres exactement. La première, elle est d'ordre déjà environnemental, parce que bon, si on détruit les aquifères sahariens à cause d'une exploitation aventureuse, c'est déjà une catastrophe autant écologique qu'économique. Mais surtout, le gros de mes appréhensions, c'est sur la rentabilité du projet et sur son utilité dans l'immédiat. Il se trouve que pratiquement tout prouve que aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pratiquement aucun puits qui soit rentable selon les cours actuels des hydrocarbures, particulièrement du gaz, qui est à 3 dollars le million de BTU. Mais ils ont leur raison. Leur raison, on vient de le découvrir de toute façon en 2015. Ça leur permet quand même une autonomie s'ils travaillent à perte chez eux. Et il y a des gains à escompter en matière d'autonomisation des États-Unis sur le plan énergétique. Mais en ce qui nous concerne, nous, qui ne voyons les hydrocarbures que sous une forme de financement de la rente perpétuelle, quelle était la finalité déjà de se lancer dans ce genre d'aventure? Pratiquement aucune raison économique ne le justifie, même pas la compensation d'une éventuelle consommation interne à l'horizon 2020 ou 2022, comme ils le disent. Nous n'avons pas besoin de nous lancer dans ce genre d'aventure pour pouvoir affronter la consommation interne dans l'état actuel des choses, du moins sur les 10 ou 15 prochaines années. Ça, c'est ce qu'il dit, mais de toute façon, pourquoi cette insistance justement à faire passer une loi en 2013, à provoquer les gens par des présences officielles, ministérielles sur des sites de forage? Exactement, c'est comme si on voulait faire un forcing pour faire admettre le gaz de schiste, les hydrocarbures non conventionnels aux Algériens. Maintenant, de là à prendre les affirmations du gouvernement pour argent comptant, et j'aimerais bien quand même qu'on m'explique pourquoi les États-Unis, en l'espace de 2 ans, d'une année pratiquement, ils délèguent le secrétaire d'État à l'énergie et le vice-secrétaire d'État au commerce extérieur pour parler d'une assistance américaine qui paraît quand même assez insistante et assez pressante en matière de gaz de schiste. Je ne pense pas que les Américains aient l'habitude quand même de déléguer leur ministre pour des explorations en prévision d'une éventuelle exploitation à venir en 2022 ou plus tard. En général, quand les Américains font de l'insistance et se déplacent avec des personnages quand même de premier ordre en matière, dans un domaine quelconque, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui paraît quand même imminent. Je ne pense pas que les États-Unis l'appuient pour sa rentabilité en termes d'hydrocarbures ou pour un besoin quelconque en matière d'hydrocarbures, qu'il soit conventionnel ou non. J'ai comme l'impression que les Américains font un forcing
en relation avec des surplus qu'ils doivent avoir en matière de tubulure, de chimique. On va pratiquement sur un marché qui est ouvert à leurs compagnies, parce que il faudrait quand même savoir que les petites compagnies aux États-Unis ne réussissent pas tellement. Donc, un débouché dans un pays étranger pour les équipements, le savoir-faire, comme le disait le ministre américain, serait quand même le bienvenu. L'insistance, c'est pour placer des produits. Ils ont un savoir-faire, enfin, eux, ils appellent ça un savoir-faire. Une sorte de vente de procédés dans les plus brefs délais. Moyennant, bien sûr, moyennant paiement. Et vu le prix que le PDG de Sonatrach a annoncé pour les prix d'exploration à 18 millions de dollars le puits, alors aux États-Unis, en général, ça va entre 5 et 7 millions de dollars. Je pense que c'est tout ce qu'on a fait. Moi, il y a une question que je pourrais éventuellement poser, parce que pour ce qui est des expertises de la Sonatrach dans le domaine, ça c'est eux qui le disent de toute façon. Pourquoi, quelle est la nécessité justement de faire des appels d'offres pour tous les périmètres? La dernière fois, ils ont fait des appels d'offres pour 35 périmètres qui représentent à peu près la moitié du Sahara algérien. Du moment qu'ils ont les capitaux et l'expertise nécessaire pour faire des formations. J'avais 35 périmètres dans le conventionnel. Quelle est la finalité justement? Quel est l'apport des étrangers du moment que nous avons une expertise et l'argent? La logique voudrait que quelqu'un qui ramène un projet, quelle que soit la nature de ce projet, soit justement tenu d'en informer les parties concernées. En l'occurrence, les associés que sont tous les Algériens, les gens d'Ain Salah ou d'ailleurs. Donc, quand on dit que les gens sont sous-informés, quelque part, on se renvoie la balle à soi-même. Ils sont censés être informés par qui, ces gens? Par les gens qui lancent des projets, qui sont payés pour faire ou ne pas faire des projets au nom de la nation et avec les moyens de la nation. Donc, je vois très très mal un ministre ou un directeur général d'une entreprise publique accuser les gens d'être sous-informés alors que lui fait de la rétention de l'information. Nous, on pose des questions. Les gens de Ain Salah ou les gens de Ain Hammam ou d'ailleurs, c'est des Algériens, ils posent des questions. Quand on n'a pas les réponses adéquates et les réponses logiques, on est quand même malvenu de traiter les gens de sous-informés, sous-développés, intellectuellement parlant. Et ils sont très bien informés de toute façon. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup mieux informés que les partis qui sont impliqués dans ce projet. Ce moratoire, oui. Ce moratoire ne devrait pas déranger les autorités, quand même, parce que ce n'est même pas une interdiction définie. C'est quand même un moyen de se donner le temps de réfléchir ensemble en laissant réfléchir l'intégralité de la société algérienne, qui est totalement engagée parce que c'est son destin qui est en jeu. Donc, un moratoire sur d'ici 2022, justement, le fameux 2022 dont il parle pour lancer l'exploitation, ça devrait être un moratoire pour toute entreprise, exploration, exploitation, un moratoire définitif. Parce que le temps ne presse pas pour l'exploitation de ces gaz. Comme dans tous les secteurs d'État, en général, ce genre de décision ne se prend pas au niveau des bureaux que nous voyons visiblement. Hein. Ce n'est pas une décision qui pourrait se prendre au niveau de la Sonatrach. Je vois très très mal un pouvoir politique se laisser engager par des cadres d'une entreprise publique, quelle que soit l'envergure de cette entreprise. Ces décisions-là doivent se prendre dans des cercles un peu plus puissants que ça. La nationale de l'énergie date d'avant la dernière loi de 2013, mais je crois qu'il est pratiquement gelé de facto. S'il n'est pas de jure, il est de facto. D'ailleurs, ce n'est pas le seul conseil qui est gelé, même le conseil de la concurrence en matière commerciale, il est gelé pratiquement. Nous avons quand même une fâcheuse tendance depuis un certain temps à bloquer toute structure de concertation. Ou on la bloque de facto, on la vide de sa substance, on la vide de sa raison d'être.